L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 18, Bruno Rea, chef du pôle patrimoine et des installations sportives de l'INSEP. Bienvenue dans ce nouvel épisode des acteurs de l'ombre, avec cette fois un invité pour qui le titre de cette émission prend vraiment tout son sens, puisqu'il occupe une fonction absolument essentielle dans le fonctionnement de l'INSEP, et la possibilité qui est donnée aux athlètes de s'entraîner ici dans des conditions optimales. J'ai nommé le chef du pôle patrimoine et des installations sportives, monsieur Bruno Rea. Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain. Alors Bruno, comme je l'ai dit, tu occupes la fonction de chef de pôle patrimoine et installations sportives ici à l'INSEP. Alors bien sûr, je vais te laisser expliquer ce que ça veut dire, et quelles sont les missions du pôle patrimoine. Mais d'abord, si tu veux bien, on va parcourir un peu ta biographie. Est-ce que tu pourrais résumer un peu ton parcours jusqu'à ton arrivée à l'INSEP, qui date, sauf erreur de ma part, de 2017, et de ta longue expérience dans le monde des bâtiments publics ? Bien. Alors, je suis rentré à l'INSEP en 2017, mais de base, je suis ingénieur en génie civil, diplômé de l'INSA de Toulouse, INSA Génie Civil 1990, et puis après un petit peu de privé et une année d'enseignement, je suis rentré dans les collectivités en 1994, collectivités donc dans la fonction publique territoriale, communes, départements, et j'ai fait plusieurs communes, plusieurs conseils départementaux, avant d'arriver ici à l'INSEP en détachement depuis 2017. Très bien, alors parlons du pôle patrimoine. Le pôle patrimoine, à quoi sert-il ? Quelles sont l'ensemble de ses missions ? Est-ce qu'on pourrait dire que tu es une sorte de superintendant ou de régisseur général, ou alors c'est complètement autre chose ? En fait, ça peut s'entendre comme ça, mais disons que l'ensemble du patrimoine, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qui est construit à l'INSEP. Voilà, construit et également non construit, parce on a la gestion des espaces, puisqu'on est sur près de 28 hectares, l'INSEP est 28 hectares, donc une partie est construite, et il y a l'ensemble des bâtiments, et puis l'ensemble des installations sportives. Donc on est responsable des constructions, de l'évolution, du maintien en bon état, et en sécurité de l'ensemble des jeunes qui vivent chez nous et de tous les agents et de tout le public qui se trouve sur ce lieu. Et ça comprend quoi alors plus précisément Ça comprend la gestion des contrats d'entretien avec le partenaire, puisque dans toute la zone nord, l'INSEP est séparé en deux, zone nord, zone sud. Toute la zone nord dans laquelle il y a l'essentiel des bâtiments, dans lesquels il y a des bureaux, des chambres, restauration, un collège, une partie médicale, partie recherche. Donc tous ces bâtiments font l'objet d'un contrat de partenariat public-privé. Alors ils existent depuis de nombreuses années, mais en 2007, l'État a passé un contrat de partenariat public-privé pour reconstruire, a dépensé plus de 250 millions d'euros pour moderniser et mettre aux normes d'utilisation et d'usage l'ensemble de ces bâtiments, et à l'entretien pendant 30 ans de tout ce patrimoine. Donc nous veillons à ce que le partenaire conduise son entretien tel que prévu dans le contrat, et c'est un suivi quotidien avec eux, c'est vraiment dans le cadre d'un partenariat. En fait, le mot patrimoine, je pense qu'il prend tout son sens aussi quand on sait que, par exemple, les locaux dans lesquels on enregistre ce podcast ont fut un temps servi aux entraînements d'escrime. Aujourd'hui, ce sont des bureaux, il y a un plateau, mais par contre, les murs à l'extérieur sont intacts. Est-ce qu'il y a des préconisations ou des obligations liées en fait à la préservation de l'apparence physique des bâtiments ou l'apparence extérieure ?
Tout à fait. Une partie de l'INSEP est classée, hein, et donc cet aspect brique rouge est vraiment particulier, et l'État a voulu conserver complètement cet aspect qui date des années, entre les années 40, 45, voilà, de l'entre-deux-guerres en fait, hein, de construction, hein, et l'ensemble de ce qui est à l'intérieur par contre est complètement neuf et complètement modernisé, hein. Mais c'est un aspect de briques rouges, hein, comme on voit beaucoup le long des périphériques, hein, beaucoup de bâtiments de cette période-là ont de la brique rouge et qui est particulier et typique un petit peu de la proche couronne parisienne et aussi de certains bâtiments dans Paris. Alors, l'INSEP, c'est aussi un espace très vert. Il y a de la végétation, il y a des arbres. D'ailleurs, gare aux gens qui garent leur voiture en dessous. Ça, c'est de votre ressort aussi au pôle patrimoine ? Tout à fait. Donc, il y a une gestion de l'ensemble de ces espaces hein, qui, je le rappelle, appartiennent à la ville de Paris. Donc, n'appartiennent pas à l'INSEP ni au ministère des Sports. Hein. Donc, nous sommes hébergés avec une convention d'utilisation des domaines publics par la ville de Paris. Donc, il y a des contraintes particulières qui a trait au bois de Vincennes, hein, qui fait pratiquement 900 hectares. Donc nous faisons partie des habitants du bois, comme les gens qui s'occupent de l'hippodrome, du parc floral, du zoo, voilà. Et donc il y a une charte d'entretien que l'on doit respecter scrupuleusement, et notamment au niveau de la préservation des arbres. On a plus de 1000 arbres. Et la direction des espaces verts de la ville de Paris, ceux qui ont en charge la gestion du bois de Vincennes, donc viennent une fois par an inspecter leurs arbres et nous faire des recommandations d'entretien, élagage de certaines branches, voilà. Ils viennent également quand il y a des tempêtes, ça arrive 2-3 fois par an, des coups de vent, et certaines branches peuvent tomber, et là ils nous font vraiment des préconisations. Alors ça peut arriver en urgence, hein. De coupes, de choses comme ça, hein, afin de toujours conserver quand même la sécurité des gens qui sont autour. Hein. Mais beaucoup d'arbres sont vraiment magnifiques, hein, notamment un arbre qui devrait être classé arbre particulièrement remarquable par la direction des espaces verts de la ville de Paris, donc, hein, qui sont des spécialistes, hein, des ingénieurs forestiers. Voilà. Alors, il y a de la végétation, mais il y a des animaux aussi. On a des oies qui passent à l'automne et qui parfois en fait peuvent un petit peu abîmer les espaces sportifs. Est-ce que tu peux en parler un peu ? Oui, alors ça arrive, hein, donc il y a de la biodiversité chez nous, hein, comme partout dans le bois de Vincennes, on peut que s'en féliciter, hein. Et donc il y a l'oie de Bernache, qui est une oie qui vient du Canada initialement, hein, la Bernache du Canada, hein, qui n'a que 2 prédateurs, les ours et les loups. Donc dans le bois, il n'y a pas d'ours ni de loups, et voilà. La chasse est évidemment interdite, c'est une espèce protégée, donc il est pas concevable de les embêter de trop. Par contre, quand elles passent sur les aires sportives, donc elles font un certain nombre de déjections et c'est vraiment problématique ça. Donc quand elles sont sur l'espace non sportif, il n'y a pas de souci, mais comme elles vont un peu partout, donc nous avons essayé plusieurs méthodes pour les faire partir. Hein. Une première méthode a été l'emploi de canons agricoles, qui sont des choses qui font du bruit, que les agriculteurs utilisent quand il y a des semences pour éviter que les oiseaux mangent toutes leurs semences. Alors ça faisait beaucoup de bruit, c'était assez compliqué à utiliser, et elles s'y sont habituées. Donc c'était plus efficace du tout. Donc maintenant nous utilisons quelqu'un qui a un chien qui est dressé et a uniquement les effrayés, donc il n'y touche pas bien évidemment, hein. Et dès qu'elle voit le chien, elles partent maintenant, donc elles vont ailleurs dans le bois, et puis on en a de moins en moins, ce qui est quand même beaucoup plus supportable pour les arts sportifs et l'entraînement des sportifs. Oui, alors je crois d'ailleurs justement à propos de la faune présente à l'INSEP, tu as quelques anecdotes ? Oui, alors on a des écureuils qui, je dirais entre guillemets, habitent chez nous. Enfin, c'est nous qui sommes plutôt chez eux. Voilà, ils habitent, ils sont sur quelques arbres. Là, on les voit passer de temps en temps, hein, des écureuils roux. Il y a aussi beaucoup de perruches qui circulent, mais là, l'espèce s'est vraiment installée un petit peu partout en Île-de-France. Hein. Et nous avons eu une fois aussi un paon qui est venu chez nous, et donc on a contacté les gens du bois de Vincennes. Hein. En fait, il y a quelques paons dans le bois de Vincennes qui sont en liberté, et alors celui-là, il nous embêtait pas, uniquement il pénétrait dans nos bâtiments, et notamment on l'a vu à l'intérieur de la piscine.
il était sur le bord de la piscine, donc il observait les nageurs. Donc bon, voilà, on a dû appeler les gens du bois de Vincennes, et ils l'ont attrapé. D'ailleurs, ils ont eu du mal à l'attraper et ils l'ont mis à un autre endroit du bois, et on l'a jamais revu depuis, mais c'était vraiment une jolie rencontre. Alors, je crois qu'il y a des canards aussi qui viennent régulièrement rendre visite aux gens de la loge d'entrée de l'INSEP. Ah oui, il y a pas mal de canards qui font des portées tous les ans et que nous accompagnons parce que quand les canetons sont suffisamment grands, la mer en fait les amène dans le lac qui est à environ 500 mètres de chez nous. Mais il faut traverser la route et c'est dangereux, donc voilà. On fait un petit peu attention avec les voitures pour que tout se passe bien, mais bon, c'est une petite anecdote qui est fort sympathique et les canards se trouvent très bien chez nous. Alors, la particularité de l'INSEP, au-delà de ce dont on vient de parler, c'est qu'il s'agit d'un campus sportif, qui plus est de haut niveau. Alors, est-ce que cet aspect-là rend ton travail, celui de ton équipe, très spécifique, très spécial, ou pas forcément ? Et est-ce que tu as dû apprendre des choses ou t'accommoder de pratiques peu habituelles, en fait, peu conventionnelles dans tes fonctions ? En fait, voilà, c'est un petit peu particulier. Ce ne sont pas des étudiants comme les autres, ce sont des sportifs de haut niveau. Donc le sport de haut niveau est quand même particulier. J'étais suffisamment sensibilisé à ça parce que j'étais sportif, alors je ne vais pas dire de haut niveau, mais j'étais l'équivalent de sport-études. Donc j'étais en rugby au lycée Lacanal à Sceaux depuis, j'ai fait 4 ans là-bas. Donc d'ailleurs j'ai été soigné à l'INSEP, mon entraîneur m'a amené à l'INSEP pour me faire soigner. Donc j'ai un petit peu vécu ce que vivent les jeunes qui ont cet âge-là pendant leur fin d'adolescence. Et donc, la quantité, le volume que représente l'entraînement, le stress qu'on peut... Voilà, je l'ai ressenti quand j'étais plus jeune. Et donc, aujourd'hui, dans l'entretien des aires sportives et dans l'aménagement des aires sportives, on est extrêmement précautionneux sur tout ce qui touche à l'athlète. Voilà. L'athlète ne doit pas du tout être perturbé par quoi que ce soit. Nous devons être complètement transparents par rapport à lui pour qu'il n'ait à penser que l'entraînement et les relations avec son coach qui lui permettent de performer. Voilà, c'est ça le but. Donc nous essayons d'entretenir, de nettoyer quand ils ne sont pas là, d'adapter vraiment aux athlètes l'ensemble des aires sportives, l'ensemble des lieux où ils vont s'entraîner. Voilà. La plupart des athlètes commencent à s'entraîner entre 9h30 et 10h le matin. Avant, ils sont donc en classe, en formation. Et donc nous entretenons, nous nettoyons tous les jours les aires sportives à partir de 6h le matin. De 6h à 9h, 9h30, parfois 10h, mais à 10h, il commence à arriver. Donc là, on termine le nettoyage, l'adaptation, s'il faut remettre en place des éléments de musculation, des choses qu'on a regroupées à un endroit ou à un autre, à la demande des entraîneurs, bien entendu. Nous remettons tout en place pour qu'ils arrivent et ils aient vraiment l'impression que tout a été remis en place, tout est prêt pour eux, pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Alors justement, tu as déjà un petit peu évoqué ce sujet-là, mais à quoi ressemble une journée type sur le site ? Déjà, est-ce qu'il y a une journée type ou est-ce que c'est tous les jours différents ? En fait, le quotidien du pôle et de toi-même, à quoi ça ressemble ? Alors, nos agents, puisqu'on entretient les aires sportives, on s'assure aussi du nettoyage par des contrats avec des gens. Donc, on a la surveillance, ça c'est un travail qui revient quotidiennement. Donc tous les gens nettoient, entretiennent les aires sportives. Donc il y a une partie entretien qui est commune à toutes les journées. Mais après, il y a beaucoup d'adaptations en fonction de ce que nous demandent les coachs. Ils font des séances plutôt de tel type ou de tel type. Ils sont plus à l'intérieur l'hiver, donc on est plus, par exemple, dans la halle Mégro, qui est un espace couvert où ils peuvent s'entraîner sans être embêtés par les intempéries. Donc c'est presque un hectare couvert, la halle Mégro. Donc c'est vraiment un espace magnifique. Alors qu'au printemps, à partir du mois de mars-avril, ils sont plutôt sur l'extérieur. Donc là, on est toujours en adaptation sur remettre en place des tentes pour qu'ils puissent s'abriter entre 2 entraînements, pour qu'ils puissent déposer leurs affaires, donc à l'abri du soleil, qu'ils puissent se reposer entre 2 séries de courses ou d'entraînements. Donc à chaque fois, on s'adapte à eux. Et puis, en fonction aussi de leurs programmes d'entraînement qui sont prévus avec des évolutions en fonction de la météo, en fonction de l'approche des compétitions qui sont organisées par leur pôle,
leur départ pour des compétitions européennes ou mondiales. Donc à chaque fois, il y a des regroupements, ils sont un peu plus nombreux, il y a plus de partenaires d'entraînement. Donc on s'adapte, nous, au niveau de l'entretien et puis de la mise en place de certains appareils de musculation et puis de petites adaptations qui sont demandées par les coachs. Et vous vous occupez des équipes étrangères aussi quand elles viennent en stage? Il y a énormément d'échanges avec beaucoup d'équipes étrangères qui viennent ici. D'ailleurs, on met les drapeaux des équipes étrangères quand elles viennent. Hein. C'est vraiment très, très agréable. Comme ça, voilà, ils ont l'impression d'être bien accueillis. C'est ce qu'on essaye de faire. Hein. Et puis, voilà, donc on s'adapte à eux. Et puis, c'est vraiment extrêmement intéressant. Hein. C'est d'autres manières de s'entraîner, ce qui font que nos équipes progressent dans les échanges qui sont extrêmement fructueux, aussi bien pour eux que pour nous. Oui, les journées type, donc c'est fréquemment de la surveillance de nettoyage, hein, puisque c'est nettoyé tous les jours, du rangement, parce qu'ils utilisent beaucoup de matériel, ce qui est logique. Alors une partie est rangée directement par eux, bien entendu, hein, mais nous on remet ça en place, on nettoie, tous les appareils de musculation sont désinfectés, voilà, les sols sont désinfectés, hein, quand il y a parfois entre 50 à 70 judokas qui s'entraînent pieds nus sur un tatami et qui suent pendant des heures et des heures pour bien s'entraîner, vous vous en doutez, il faut nettoyer ça pratiquement quotidiennement, hein. Donc ça fait partie du travail de nos agents. Et puis après, à la demande, on sort des éléments pour l'athlétisme. Donc on est toujours à satisfaire le besoin des entraîneurs et des athlètes. Alors il y a parfois des gros chantiers aussi hein, au sein de l'INSEP. Entre mai 2023 jusqu'à l'inauguration en mars 2024, la piste d'athlétisme extérieur a été entièrement refaite. Tu as supervisé le chantier. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Oui, alors nous avons refait la piste de l'athlétisme qui se prénommait la piste Omnes. Et donc, c'est une piste qui avait une dizaine d'années. Et donc, elle présentait un certain nombre d'états d'usure. Hein. Et donc, il a fallu la refaire. Et puis, c'était l'occasion pour la préparation des JO 2024 de refaire cette piste. Hein. Donc, nous avons repris entièrement... moi, j'ai été chef de projet technique pour cette piste. Hein. Donc, nous avons recueilli l'ensemble des demandes de la fédération d'athlétisme, qui est la fédération qui occupe à 95% cet espace sportif, hein, bien entendu. Et donc, nous avons élargi les couloirs. Nous avons fait complètement le revêtement et nous avons mis un revêtement qui est identique, alors on appelle ça un revêtement réplica à celui du Stade de France, qui est un revêtement très dur. C'est un revêtement collé de marque italienne, de marque Mondo, et sur 2 lignes droites, nous avons mis ce revêtement très dur. Alors nous n'avons pas mis ce revêtement sur l'ensemble des couloirs, parce qu'on ne peut pas s'entraîner quotidiennement sur un vêtement dur. Ça entraînerait des tendinites, enfin un certain nombre de pathologies sur les sportifs. Mais par contre, il fallait qu'on ait quand même 2 lignes droites pour qu'ils puissent se tester. Le reste des couloirs étant du classique revêtement coulé, un peu plus mou, sur lequel ils peuvent s'entraîner de manière quotidienne sans se faire mal. Voilà. Mais ils ont quand même des couloirs très rapides, identiques à ceux de la compétition. Donc ils ont pu s'entraîner de manière extrêmement performante sur cette surface-là. Nous avons également, et ça c'était une innovation, mis de la fibre grâce au secteur recherche sous la piste. Et alors, c'était pas dans le but de l'utiliser pour les JO 2024, mais il y a un programme de recherche qui a débuté et on espère qu'on va pouvoir, pour les futurs Jeux Olympiques et dans l'avenir, recueillir des données qui permettront de faire progresser encore plus nos athlètes avec l'aide du secteur recherche. Alors Bruno, en faisant mes petites recherches pour préparer cet entretien, j'ai pu voir que tu étais aussi formateur, alors dans plusieurs disciplines, mais notamment en pathologie des bâtiments. Alors ce terme m'a un peu interpellé, je ne connaissais pas cette spécialisation. De quoi s'agit-il et est-ce qu'il s'agit d'une expertise dont tu as besoin au sein de l'INSEP ? Alors, tous les gens qui, normalement, font de l'entretien du bâtimentaire, hein, puisque le bâtiment il vieillit au fur et à mesure dès qu'il a été construit, un certain nombre de... Alors là, on utilise du vocabulaire médical. Il y a une analogie entre le médical et le bâtimentaire qui est la pathologie des bâtiments.
Donc voilà, moi je me considère comme un médecin généraliste du bâtiment et après on va chercher des spécialistes dans plusieurs domaines puisque différentes pathologies peuvent subvenir. Alors les pathologies qui sont importantes, c'est notamment les désordres dus à l'humidité. Alors voilà, l'eau qui vient dans les bâtiments, ça peut être de l'eau de pluie, il y a des problèmes de toiture, donc ça entraîne des moisissures et tout ça. Ça peut être de l'eau qui vient du sol, sur des parties enterrées ou semi-enterrées, où il y a des pénétrations d'humidité. Et donc ça, c'est des pathologies relativement fréquentes dans les bâtiments et il faut absolument les traiter. Donc c'est quelque chose qui est assez fréquent et on doit s'y astreindre. Donc il y a un certain nombre de connaissances que j'ai acquises au fur et à mesure de mon expérience dans ces domaines-là et que j'enseigne voilà, dans un cadre de mon travail. Et comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que tu fais un tour des bâtiments, tu fais des inspections régulières? Voilà. Alors c'est souvent à la demande des gens qui remarquent des moisissures souvent dans les angles, dans les coins, et qu'on intervient. Hein. Après, on peut faire des mesures d'humidité sur les murs. Alors l'humidité, c'est quelque chose d'assez complexe, hein, parce qu'il y a également de l'humidité qu'on apporte nous-mêmes en respirant. Hein. On expire de l'air, donc un adulte émet un certain nombre de vapeurs d'eau en respirant tout naturellement, en dormant. Donc il faut évacuer cette humidité. Voilà. Il y a plus de vapeur d'eau dans de l'air qu'on expire à 37 degrés que dans l'air extérieur qui est à 18, 19 ou 15 degrés. Voilà. Donc il faut absolument éliminer cette vapeur d'eau. Donc c'est toute la problématique de l'isolation, des problèmes de condensation, de gouttelettes d'eau qui se forment avec le système des parois froides comme sur une casserole ou sur une cocotte minute, enfin toutes ces humidités qu'il faut absolument, donc il faut ventiler les pièces. Enfin, c'est toute cette problématique-là qui est... Alors, ça touche à l'insalubrité, hein. C'est tout ce qui est... et c'est du ressort, ça, c'est une compétence des villes. Hein. Les services hygiène dans toutes les collectivités ont un service hygiène qui peut, à la demande des gens, venir faire l'inspection et des préconisations par rapport aux propriétaires et également aux locataires. Je pensais aussi, par exemple, à ce qu'on appelle, à tort ou à raison, les nuisibles, hein, des rats. Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de problème à l'INSEP? Ah, tout à fait. Les nuisibles, notamment les rats, il y en a partout. Hein, ils étaient presque avant nous sur Terre, donc il y en aura toujours et nous survivrons. Donc le but, c'est pas de les éradiquer, hein, on n'y arrivera pas, mais c'est de maintenir au minimum la présence des rongeurs. Hein. On est dans un bois, donc il y en a un petit peu partout, ni plus ni moins qu'ailleurs, mais il faut éviter, donc il y a des traitements qui sont faits régulièrement, hein, avec des appâts, voilà, qui est une entreprise spécialisée, hein, et puis c'est voilà. Alors il y a eu des moments où il y en avait un peu plus, un peu moins. On pense qu'il y en avait un petit peu plus quand sur Paris beaucoup de travaux dans les galeries, les nouveaux métros, nouvelles lignes de RER se faisaient. Là, on a un petit peu moins maintenant, mais il y a 3 ou 4 ans, c'était vraiment impressionnant. Il y en a eu beaucoup plus d'un seul coup. Alors on a dû traiter de manière importante les nuisibles. Et là, on essaye de les maintenir à un niveau le plus faible possible. Bon, on n'en croise quand même pas beaucoup, ça va au quotidien. Alors, faisons, si tu le veux bien, un focus sur les installations sportives maintenant. Alors, évidemment, chaque sport a besoin d'espace et d'équipements spécifiques, hein, que ce soit dans l'aménagement des salles prévues pour les entraînements ou dans l'équipement sportif spécifique. Même, je pense par exemple au marquage au sol, hein, dans les gymnases, qui est parfois spécifique à chaque sport. Est-ce que c'est ton pôle qui s'occupe de tout ça aussi ? Ou est-ce que votre rayon d'action dans ce domaine est limité à certains aspects, alors que d'autres sont demandés en fait à des prestataires externes qui sont du coup archi spécialisés pour ça? Alors, sur la piste, le marquage a été fait par une entreprise spécialisée, bien entendu. Mais dans les gymnases, en fonction des sports qui sont présents à l'INSEP, on a des salles qui servent des fois au badminton, des fois au basket, voilà, ou des fois au volley. Donc là, on peut faire un marquage spécifique, hein, et ça, c'est fait par nos agents.
un agent qui prenne de temps en temps. Voilà, on refait en fonction des pôles qui sont présents et des sports qui viennent à l'INSEP. Parce que certains sports ne sont pas présents à demeure à l'INSEP. Je pense par exemple au volley. Le volley n'est pas présent à l'INSEP, mais de temps en temps, ils viennent pour des regroupements, par exemple avant des compétitions type championnat du monde, championnat d'Europe, faire quelques jours. Ils sont toujours les bienvenus chez nous. Et donc là, on leur prépare un terrain un petit peu particulier qui correspond à leur discipline. Donc ça veut dire que tu as dans ton équipe des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui sont formés pour faire les marquages au sol, parce que c'est quand même très précis comme travail. Oui, tout à fait. Les gens sont formés au marquage au sol. Alors après, sur d'autres terrains, on a aussi une entreprise qui est spécialisée, je pense là au terrain plutôt extérieur, terrain de rugby ou terrain de jeu extérieur. J'imagine que le pôle est en contact quasi quotidien avec les différents acteurs de la performance. Par exemple les entraîneurs ou même parfois peut-être les sportifs eux-mêmes, les médecins, les scientifiques de l'INSEP, tu parlais de l'installation de la fibre sous la piste. Est-ce que dans ces cas de figure, de rapport avec en fait, ces acteurs-là de la performance, tu peux, toi ou le pôle, faire des suggestions d'amélioration pour eux, ou est-ce que en fait, ça vient toujours d'eux, les demandes? Est-ce que tu dois t'adapter à leurs besoins, à leurs demandes, même si parfois les conditions ne sont pas forcément réunies dans l'espace dont on dispose? Alors en fait, les choses viennent souvent d'eux. C'est eux qui apportent des spécificités particulières. Par exemple, il a fallu mettre des caméras dans la piscine, à l'intérieur sur les parois de la piscine, afin qu'ils puissent filmer, et notamment le retournement. C'est-à-dire quand on arrive au bout de la piscine, il y a des techniques particulières pour aller le plus vite possible sur le retournement. C'est une phase importante du travail des nageurs et il fallait absolument qu'il y ait un travail vidéo qui soit fait. Donc eux, ils viennent avec leur caméra et nous, on regarde techniquement quelle est la meilleure solution, le meilleur endroit pour pouvoir installer ces caméras. Donc on a fait découper des hublots, donc on a fait vraiment des trous par le fabricant de la piscine. Donc là, ce sont des aspects techniques, mais qui se font forcément à la demande de la performance ou des entraîneurs afin de mesurer des choses qui sont vraiment particulières. Notamment, alors les caméras ont été installées partout, puisque beaucoup de travail à la caméra maintenant, c'est pratiquement obligatoire. Il y a un travail à la vidéo qui est fait sur tous les sports. Donc il a fallu trouver des endroits particuliers où ils pouvaient recueillir l'ensemble de ces données visuelles. Voilà. Et donc, nous sommes intervenus avec les gens de la performance et les gens du service vidéo afin de placer au meilleur endroit qui était sur le bâti. Donc, nous, on est toujours consultés parce que nous avons l'entretien du bâtiment. Et donc, c'est vraiment comme les gens de la performance et de l'audiovisuel qui viennent vers nous en disant voilà, il faut absolument capter telle image, telle image, telle image. Et nous prévoyons vraiment les endroits, les attaches, là où on peut s'installer, là où on peut fixer quelque chose, parce que des fois, ce sont des installations qui pèsent relativement lourd. On ne peut pas les mettre n'importe où. Il faut une alimentation en électricité, une alimentation aussi en fibre pour recueillir les données. Donc ça, c'est nous qui maîtrisons là, avec nos entreprises, l'ensemble de ces données-là. Est-ce qu'il arrive qu'une demande particulière, alors je n'ai pas d'exemple en tête, mais tu en as peut-être, ne puisse pas se réaliser à cause de différentes contraintes justement dans les bâtiments? J'ai pas d'exemple en tête, mais on trouve toujours des solutions. Parce qu'il y a souvent des solutions techniques, donc on arrive à trouver des éléments techniques qui puissent permettre, alors peut-être pas exactement là où ils auraient voulu, mais en déplaçant peut-être par exemple une aire de combat, en la mettant plus à tel endroit, la lumière va être nettement meilleure et on pourra filmer de manière beaucoup plus satisfaisante et capter vraiment des images de grande qualité afin qu'ils puissent travailler. Voilà, c'est vraiment un travail de dialogue en fait, afin de trouver la meilleure solution. Mais on arrive toujours à trouver une solution. C'est vraiment là, ça c'est vraiment notre... ça se fait dans aucun autre gymnase. Vraiment, nous ici, on arrive à trouver les solutions, voilà, afin qu'ils puissent qu'on est vraiment sur du sur-mesure. Et c'est ça la spécificité de l'INSEP, du sur-mesure, avec les entraîneurs, avec la performance. Oui, parce qu'on peut voir que vous êtes capable d'installer très rapidement, par exemple, des estrades pour accueillir des spectateurs dans un gymnase, et le lendemain, elles sont déjà plus là. Enfin, ça va très vite, c'est extrêmement efficace.
Voilà. On sait travailler la nuit, on travaille la nuit, puisque souvent nos entraînements sont le soir ou en fin d'après-midi, pour que le lendemain, ils puissent reprendre l'ensemble de leurs entraînements quotidiens. Donc il y a une manifestation un jour, le lendemain, on remettra tout en place la nuit afin qu'ils puissent ne pas louper un seul jour d'entraînement. Ça, c'est vraiment notre force ici, de pouvoir réagir et de pouvoir faire le sur-mesure pour eux. Eh bien, je te remercie Bruno pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Je te souhaite à toi et ton équipe bonne continuation dans toutes ces activités de l'ombre et merci pour tout ce que vous faites. Très bien, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Salut, au revoir. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP.